Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va passer à l'étape d'après et on va enfin voir comment est-ce qu'on fait pour intégrer les données qu'on crawl dans un système. Donc ça va être dans un CSV, ça va être dans PrestaShop, ça va être dans WordPress, ou bien ça peut être encore dans une base de données. Donc là, on va illustrer ça avec l'import d'un site de e-commerce dans un PrestaShop. Voilà. Alors, hop, donc le site que je vous propose de crawler, parce que là on va un peu passer à la pratique, c'est ogarden.fr. Donc je retourne du coup sur le PrestaShop que j'ai créé donc, dans mon exemple. Ça, je vais le dégager. Hop. Voilà, et je vais créer donc un autre script. Hop, je fais nouveau. Alors je vois que mon serveur virtuel est un peu lent malheureusement. Et voilà, donc au Garden, et je vais directement passer donc en script de crawling. Donc première étape, on vient mettre du coup le nom de, enfin l'URL ici donc dans l'URL du site internet. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on commence par venir prendre les informations de la page web. Donc je vais me prendre une page test. Voilà. Je vais par exemple prendre celui-là. Il m'a l'air très très bien. Et donc, je vais commencer par les informations de base. Donc, ici, là, je vais prendre du coup le nom du produit. Donc, ben, je vais. Alors, oui, là, vous voyez qu'il y a des espèces de items propres. Voilà. Donc, là, je pourrais très bien utiliser la classe pour venir le prendre. Bon, de toute façon, je vais utiliser l'élément H1. Mais ce qu'on appelle items propres, c'est très pratique, ça, parce qu'en fait, ce sont des éléments qui permettent au moteur de recherche de savoir si, de quel type est tel ou tel élément. Donc là, il vous dit que ça, c'est le nom name qui caractérise du coup la page. Voilà. Donc ça, c'est typique des structures comme vous voyez ici. En fait, là, tout ce qui est item prop, item scope, item type, ce sont en fait une norme qui va venir dire qu'est-ce que c'est que un produit, qu'est-ce que c'est qu'une page web. Voilà. Et donc vous avez le détail ici sur schema.org. Donc là, il indique au moteur de recherche qu'il s'agit d'un produit et il va venir mettre partout dans le code des informations qui vont venir caractériser ce produit. Voilà. Par exemple, ici, je pense qu'on va trouver du item prop price. Donc là, vous voyez, vous avez le item prop offer. Et à l'intérieur, voilà, vous avez le price là qui est très proprement inséré. Donc on va utiliser ces informations-là. Donc là, ici, je vais faire du H1 item prop name. Hop là. Donc du coup, le titre, maintenant du produit. Hop. Je vais faire un clean select hop, sur H1. Et là, je vais mettre le item prop name. Voilà. Ensuite, je vais faire le prix. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Là, il va y avoir un clean select. Hop. Ouais, bon, je prends tout simplement l'item prop price. Des fois, ça, il y en a plusieurs parce qu'il faut faire attention à une chose, c'est que parfois vous allez avoir, par exemple, ouais, comme ici, là, des produits accessoires ou des produits suggérés. Donc, il faut veiller à ne pas prendre du coup ces prix-là. Et c'est pour ça qu'il faut vérifier bien l'unicité de ce sélecteur parce que parfois, justement, on trouve plusieurs. Donc là, je vois qu'il n'y en a qu'un seul. Hop. Voilà, je pourrais mettre méta devant, mais là je ne vais pas le mettre parce que peut-être qu'à un moment donné le code va évoluer et ce sera plus dans un méta. Comme post-processing, je vais mettre price. Voilà. Ensuite, donc là, je vais venir à un moment donné faire de l'intégration, mais quand est-ce que je vais vouloir intégrer ma donnée? C'est une question à se poser parce qu'en fait, il faut savoir que à la base, le crawler, il va aller sur toutes les pages. Or, on ne veut pas intégrer toutes les pages, on veut intégrer uniquement les pages produits. Donc, il faut éviter, par exemple, qu'il crée un produit quand il va sur la page panier ou bien sur la page contactez-nous ou des choses comme ça. Voilà. Donc, pour ça, on va venir ici mettre une condition qui va venir caractériser ce qu'est une page produit. Donc là, je dis donc ma page produit, je considère que je suis face à un produit quand j'ai un nom et quand j'ai un prix. Voilà. C'est subjectif, hein. Mais donc ça va permettre donc du coup de ne faire les actions d'intégration que lorsque je suis sur le bon type de page.
Alors, je vais peut-être prendre en plus la référence. Voilà. Hop. Alors, la référence, je vois que je ne vais pas pouvoir l'avoir toute seule. Est-ce que je peux pas quand même l'avoir à l'isoler? Donc, je vais dans le code source. Bon, hop, la référence, elle est là. Ouais, ça c'est dans les images. Bon, a priori, c'est pas vraiment le cas. Ah, item ID, là, vous voyez, dans le code source. Là, ici, il y a quelque chose qui est quand même assez sympa. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être que ça? C'est Google Analytics. Là, on voit là le commentaire. Hein. Hop. Et le problème que j'ai, je pense, c'est qu'en fait, là, il y a un tiré 800, un tiré 287 que je ne vais pas vouloir. Ouais, c'est pas la même chose en fait. Hein. Donc là, on peut pas faire. Ah, mais attendez, j'ai peut-être une bêtise. Oui, non, c'est parce qu'il y en avait deux. Donc là, je peux le prendre. Et comme c'est Google Analytics, certainement que ça, ils vont le laisser. Du coup, je peux me fier à ça. Parce que ça, en fait, c'est les caractéristiques du coup du produit pour Google Analytics, pour le module e-commerce de Google Analytics. Alors, du coup, la référence clean. Est-ce que je fais un clean? Ouais, je vais devoir faire du coup un clean regex. Hop. Et là, je vais faire une regex qui du coup va ressembler à ça. Donc là, c'est pas l'expression régulière. Alors, il peut y avoir des espaces ici potentiellement. Le JavaScript resterait valide. Voilà, là encore, hein, on essaie de faire quelque chose de robuste. Ici, du coup, il peut y avoir un ou plusieurs espaces. À ce niveau-là, bon, je peux dire aussi qu'il peut y avoir des espaces. Hein, c'est un peu futile. Là, ça, normalement, ce sont des caractères réservés pour les expressions régulières. Donc, il faut que je les échappe. Voilà. Et là, la donnée qui est ici est une donnée qui est variable. Et je vais mettre que du coup, ça doit être quelque chose qui est différent. Donc des balises HTML et du séparateur. Voilà, je pense que ça suffira. Et voilà. Donc maintenant que j'ai les informations de base, je vais pouvoir commencer à créer du coup un produit. Là, je vais rajouter quand même qu'il doit y avoir ici la référence. Donc pour ça, je vais travailler sur mon CMS PrestaShop. Donc j'ai un petit raccourci ici pour aller sur la boutique. Alors ça, c'est un message qu'on a souvent. Hein, et effectivement, ils font tout un tas de systèmes de tokens. Voilà, donc là, c'est l'endroit où je vais devoir créer du coup des produits. Donc mon but, c'est que les produits se créent tout seuls et apparaissent de façon automatique et soient aussi mis à jour de façon automatique. Voilà. Donc pour ça, je vais devoir du coup insérer des données. Je peux éventuellement taper directement dans la base de données. Bon, c'est pas vraiment une jolie méthode. Pour ça, par exemple, on pourrait faire de l'insertion avec SQL Query. Voilà. Donc SQL Query, ça permet du coup de dialoguer avec une base de données MySQL par exemple. Voilà. Et donc là ici vous avez le format. Donc il faut d'abord commencer par mettre le driver qui est du coup ce qui va servir à se connecter à la base de données. Ensuite vous avez l'URL de connexion à la base de données qui ressemble à ça. Voilà. Le login, le mot de passe et puis ici vous mettez votre requête SQL. Voilà. Donc ça, c'est une méthode qu'on peut utiliser. Une autre méthode que je pourrais utiliser éventuellement, ce serait de faire un export CSV. Donc pour ça, je vais faire CSV. Voilà. Ici, je vais mettre le chemin de mon CSV. Donc là, je vais mettre path par exemple. Voilà. Ici, là, je mets desktop. Et puis, je vais dire que mon CSV, et ça va être export PrestaShop. Voilà, CSV. Et ici, du coup, je vais mettre mes données. Et donc, la donnée, à chaque fois, du coup, ça va être, du coup, le nom. Voilà. Le prix.
Hop, voilà. Et je me contente de ça. En fait, la fonction CSV écrit à chaque fois une nouvelle ligne dans le fichier CSV. Et si le fichier CSV n'existe pas, il vient créer le fichier CSV. Voilà. Donc vous voyez que c'est très compact comme manière de l'écrire. Donc là, si je lance ça, ça va me faire du coup un CSV avec toutes les informations. Et je pourrai ensuite les réimporter. Donc nous, on ne va pas faire ça parce qu'en fait, ces méthodes, elles ont des inconvénients. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il va falloir qu'à chaque fois, je revienne sur mon site PrestaShop et que je refasse un import. Ensuite, les imports CSV, on va dire que parfois, il y a tout un tas de soucis qu'on peut avoir avec. Parfois, les informations ne se mettent quand même pas correctement parce qu'il y a des problèmes de duplication des données. Parfois, on n'arrive pas à faire correspondre les références de produits avec les produits réels et du coup, il en crée des nouveaux. Parfois, il y a aussi des informations qui sont particulièrement difficiles à intégrer. Donc, par exemple, si le produit a des déclinaisons, comme s'il est par exemple en jaune, vert ou bien S et XL, et qu'il y a des variations de prix pour chacune de ces déclinaisons, disons qu'on aurait du mal à mettre ça dans une case d'un CSV, sachant qu'on fait une ligne par produit. Voilà. Donc, tout ça fait que ce format ne va pas forcément correspondre. Donc, on va utiliser notre méthode qui consiste à utiliser du coup un module interfacé directement avec le CMS. Donc, pour ça, le grimpeur est très doué parce que donc, nous, on a tout un tas de modules justement qui le permettent. Donc, si vous n'avez pas PrestaShop, on va voir, enfin, c'est à peu près la même méthodologie pour WordPress et ça va être un petit peu près également les mêmes fonctions. Donc, en fait, ce qu'on va utiliser, c'est du coup les fonctions PHP, c'est-à-dire tout ça. Voilà. Donc là, vous avez tout un document de fonctions PHP et ici, on a une documentation. Et donc, avec ça, on va pouvoir en fait communiquer avec le serveur et au travers de mécanismes qui sont assez simples et intégrer du coup des données. Voilà. Donc ici, par exemple, je vois que j'ai une fonction qui s'appelle addProduct. Voilà. Et donc là, je peux ouvrir la documentation de cette fonction. Et là, je vois qu'il me dit que du coup, ça sert à ajouter un produit. Et là, j'ai la valeur de retour et différents arguments. Voilà. Sachant que les arguments avec étoile sont des arguments optionnels. Donc c'est ça que je vais utiliser. Et puis bon, tout un tas d'autres fonctions sont disponibles. Je peux faire une recherche, par exemple, si je veux ajouter une image, je ferai une recherche comme ça sur Image. Et là, j'aurai toutes les fonctions qui concernent les images. Alors, vous voyez qu'il y en a pas mal. Il y a AsImage, là, par exemple. Et ici, vous voyez, je vois des Add Image, là, qui sont assez intéressants. Si je double-clique à un moment donné sur une fonction, je vais directement ici, du coup, sur la documentation et sur la fonction en elle-même. Et je peux même ici modifier ces fonctions et en ajouter des personnels, puis ensuite faire enregistrer. Voilà. Ici, ça, ce sont des petites configurations qui vont, enfin des petits paramètres qui vont également interagir avec ce fichier-là. Mais le principal fichier, il est ici. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour utiliser ces fonctions? Donc, pour ça, on va utiliser la méthode qui s'appelle function. Voilà. Alors, avant peut-être de vous présenter ceci, je vais plutôt parler de PHP, voilà, qui permet en fait tout simplement de faire des commandes. Voilà. Donc, si je veux envoyer une commande dans PHP, je ne sais pas, je vais par exemple mettre, je ne sais pas, echo toto, voilà, en mettant bien un point-virgule à la fin. Et donc là, je suis en train d'exécuter une commande en PHP. Voilà. Je peux aussi du coup utiliser function. Alors, je vais, ouais, et donc ça c'est équivalent à ceci. Voilà, je vais plutôt l'écrire comme ça, donc c'est sous une forme fonctionnelle. Et donc, si je veux écrire l'équivalent de ceci avec function, je mets ici le nom de la fonction qui est echo, et ici, je mets ses arguments. Pardon. Hop, je mets ses arguments, et donc là, je vais mettre toto. Voilà. Donc, les deux reviennent au même. C'est exactement la même chose. Mais ça, c'est avec un style, on va dire, qui est peut-être un peu plus formel et qui ressemble plus à quelque chose... enfin, c'est plus dans le style de grimpeur. C'est pour ça qu'en général, on utilise plutôt function. Donc,
comme ici, je vais pouvoir utiliser une fonction PHP standard, je vais aussi pouvoir utiliser des fonctions PHP de la librairie de fonctions PHP que vous avez vu tout à l'heure et qui sont intégrées au module. En fait, on peut communiquer avec cette librairie parce que ici, là, j'ai mis le lien de connexion et qu'en fait, je suis connecté à ce module. Voilà. Donc en fait, il y a un include qui se fait avec cette librairie de fonctions PHP à un moment donné et qui va me permettre du coup d'utiliser function. Enfin, d'utiliser ces fonctions donc, dans les functions. Donc, alors, une autre... enfin, ça, je vais peut-être y venir après. Donc, alors, là, je veux du coup ajouter mon produit. Donc, je vais faire un add product. Donc là, vous voyez que si je fais un add product, il va me mettre du coup ici donc, la documentation de add product, voilà, que vous avez vu tout à l'heure, c'est exactement la même. Et donc ici avec le détail, et donc si je clique dessus, là, il me met tous les arguments. Donc c'est optionnel, je ne vais pas forcément en avoir besoin. Là, ici, j'aurai simplement besoin du nom, voilà, du prix. La catégorie par défaut, on va la laisser à nul pour le moment. Vous avez l'habitude de ça. Les nuls, ça sert toujours à dire qu'on ne fait rien au niveau de cet argument. Voilà. Et ici, du coup, hop, je mets la référence. Voilà. Donc, là, j'ai ajouté un produit. Alors, en fait, là, je n'ai pas tout à fait ajouté un produit. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les deux fonctions que je vous ai présentées, PHP et function, n'exécutent pas à proprement parler du code. Elles vont en fait, en quelque sorte, mettre dans une pile, c'est-à-dire dans un tableau, ce code en attente et ne l'exécute qu'au moment où je vais appeler send. Voilà. Donc là, si je fais ça, là, ça va effectivement ajouter un produit. Si je veux utiliser du coup une fonction qui fait l'action immédiatement, je vais devoir utiliser function now. Voilà. Pareil, si je veux exécuter immédiatement du code PHP, j'utilise PHP now. Voilà. Donc je vais commencer par vous faire un code avec function now et je vais essayer ensuite de vous expliquer, enfin avec des now, et je vais vous expliquer ensuite pourquoi est-ce que cette démarche-là n'est pas forcément la bonne. Voilà. Donc la fonction ici, add product, on voit qu'elle retourne du coup l'idée du produit. Donc id product, je vais le mettre ici dans une variable. J'aime bien en fait utiliser des underscores, enfin cette case pour tout ce qui vient du coup du serveur. Et j'utilise plutôt la chamel case. Donc par exemple je fais ma variable comme ça pour tout ce qui est en fait en local grimport. Voilà. Ça permet de différencier un petit peu les deux. Donc maintenant je vais essayer d'ajouter du coup des images à ce produit. Hop là. Donc les images, je vais pouvoir les récupérer ici. Bon, elles se ressemblent mais on voit qu'elles sont quand même différentes. Hop, 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 hop. Donc, alors attendez que je comprenne un petit peu comment ça fonctionne. Ouais, donc en fait là, hop, si je comprends bien, là ouais, c'est ça. En fait, j'ai comme ça les différentes vignettes. Ces vignettes là, je vois qu'elles ont une image. Donc là qui est en 45-45. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, il y a un data zoom ici. Et je pense que ça, c'est l'image en grande taille. Ouais, voilà, là c'est l'image en grande taille. Alors, comme toujours, je me méfie un peu de ce zoom-là parce que souvent, typiquement pour les images, c'est quelque chose qui peut être généré en JavaScript. Donc, ce ne serait pas dans le code source original. Je vais le vérifier, ça. Donc, par exemple, je vais venir prendre cette information-là. Et là, je pense que je retrouve ce que j'avais dans le Doom. Donc, je vois que c'est dans Product Picture. Product Picture, ouais, c'est bon. Bon, je pense que je peux faire comme ça. Du coup, je vais faire un truc très simple. Je vais prendre là le Product Picture. Alors, donc là, je vais faire un clean select all cette fois-ci, parce que j'ai plusieurs données à itérer. Donc, je viens prendre quelque chose donc, qui est dans Product Picture et je vais venir prendre son enfant, image.
Voilà, de toute façon, je pense que là, ouais, c'est que des emails. Enfin voilà, c'est une structure quand même qui est relativement simple, avec ici que des images. Hop, voilà. Je ne sais pas s'ils ont une classe particulière. Ouais, allez, hop, j'ai un petit peu plus spécifié quand même avec Product Small Image. Là, je mets nul. La sélection. Donc, je viens prendre l'attribut. Ah, bah tiens, justement, j'avais des items propres image. Donc, ça, c'est plus fiable. Je vais prendre ça plutôt. Hop. C'est bien, il y a plein de items propres sur ce site internet. Ça, c'est pratique. Voilà. Et du coup, on a dit qu'on prenait le data zoom. Voilà. Donc, la sélection, là, c'est cet attribut-là qu'il faut prendre de l'élément HTML. Voilà. Donc, je vais les itérer. Donc, for image in ça. Voilà. Et donc, ici, je vais maintenant faire des functions now en faisant add image. Voilà. Donc là, je viens mettre du coup l'URL. L'URL, en fait, c'est l'image. Est-ce que d'ailleurs cette URL est complète? Ouais, elle est complète. Il y a bien le HTTPS et le nom de domaine. Des fois, vous avez une URL relative, c'est-à-dire que vous pourriez avoir que ça. Mais ça, c'était si l'image aurait été sur le même nom de domaine. Alors là, ils utilisent un sous-domaine CDN, c'est pour ça qu'ils le précisent. Alors, il faut faire attention, parfois, il faut rajouter le début du lien, parce que ce lien ne va pas être complet si c'est un lien relatif. Donc, add image, il a besoin d'avoir le lien complet, lui. Donc, il va falloir lui rajouter manuellement, avec de la concaténation, ce bout-là. Donc, à ce moment-là, il faudrait que je fasse quelque chose plutôt qui ressemble à ça. Voilà. Bon, là, c'est pas nécessaire. Hop. Et allez, je vais lui mettre une petite légende. Je vais mettre le nom du produit. Et le reste des arguments, je ne les mets pas. Voilà. Donc là, j'ai mon script qui est à peu près prêt. Je vais tester du coup sur la page du produit. Hop. Et je vais lancer mon script et je vais faire un petit truc bon, qui est pas du tout indispensable. Mais là, je vais rajouter du coup un espion Fiddler Proxy parce que je veux vous montrer quelque chose après. Hop. Donc là, je clique sur tester le script. Donc Fiddler, comme on l'a vu, je ne sais pas si je vous l'avais présenté, ça sert du coup à voir les requêtes qui passent. Voilà. Et donc vous voyez comme ça qu'est-ce qui se passe sur le site, quels sont les appels qui sont faits. Donc là, je vois qu'il y a eu un petit souci apparemment parce que il n'y a rien qui s'est fait en fait. Voilà, le crawler il s'est lancé et puis il n'a rien fait. Alors bon, j'en profite quand même pour faire un petit mot sur les requêtes là qui sont passées au début. Hop. Vous voyez qu'ici, c'est ici, pardon. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre tous les caches du site internet. Donc là, vous voyez que, par exemple, ici, c'est les attributs de groupe, c'est tout ce qui est les déclinaisons. Ici, ça, c'est les catégories, il n'y en a aucune. Ah si, oui, parce qu'il y a plusieurs packs. Donc là, ici, j'ai les catégories. Et en fait, tout ça va être mis en mémoire avant de lancer le script. On verra plus tard pourquoi. Donc là, j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire qu'en fait, rien ne s'est produit apparemment sur la page. J'ai dû faire une erreur quelque part. Donc je vais débugger. Hop, et on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, à mon avis, ouais, il n'y a pas de nom de produit, il n'y a pas de prix et il n'y a pas de référence. Bon, alors ça c'est un petit problème. Du coup, quand je vais ici, alors, attendez, ah mais je suis bête, c'est moi. J'ai mis le script en initial au lieu de le mettre en for page. Là, ça c'est un script de for page. Hop, et voilà. Ça devrait aller mieux comme ça. Vous voyez l'erreur à ne pas commettre. Voilà. Le script initial, hein, c'est celui qui se lance uniquement au début. Et le script for page, il va se lancer du coup à chaque page. Et du coup, c'est lui qui a le code. Donc là, ça n'a toujours pas marché. Ça commence à devenir énervant tout ça.
On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Hop, c'est le point d'arrêt que je vais enlever. Donc, j'ai quand même la référence. Le prix n'y est pas. Et le nom il y est. Voilà, donc il y a eu un petit souci pour le prix apparemment. C'est bizarre parce que item prop price, j'étais à peu près sûr de mon coût. Donc je vais regarder, parce que c'est vraiment ce code source là qui va être utilisé du coup par Grimport. Donc je vais regarder si je rencontre bien le item prop price. Normalement il y est. Je vois pas trop pourquoi est-ce que... bah oui, c'est parce qu'en fait, il faut que je prenne ce qu'il y a dans le content. Là, le inner HTML de ça est vide. Voilà. Du coup, là, ici, c'est content. Voilà. Et je peux le vérifier d'emblée. Voilà, là, ça marchera. Donc, nous disions donc... Bien, comme ça, vous voyez un petit peu comment on fait le debug en pratique. Et là, vous voyez que ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Donc, je vois passer ici, du coup, mon add product avec ici les différentes informations que je lui ai passées. Voilà, vous avez l'ordre des arguments. Et ici, je vois les add images et tout a l'air d'aller bien. Voilà. Donc, normalement, alors là, il vous a du coup, s'il fait des functions now, à chaque fois, il a lancé du coup ses fonctions. Et je me dis qu'en fait, effectivement, il va y avoir un petit souci. À mon avis, il ne va pas y avoir les images, vous allez voir. Donc, alors là, vous voyez que je l'ai refermé peut-être un petit peu tôt. Je vais retourner ici dans le dossier de Grimport. Donc là, je suis allé dans le dossier Grimport et je peux trouver ici, là, les rapports des analyses que j'ai fait précédemment, ici. Donc là, voilà, j'ai trié par date de modification. Je vais dans OGarden. Et donc là, je vais avoir des fichiers qui vont caractériser du coup le crawling que j'ai fait. Donc là, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Le principal, celui qu'on consulte tout le temps, ça va être celui-là. C'est tout simplement le même texte que ce que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Ça, ce sont les erreurs mineures qui en général ne sont pas très importantes, mais parfois on trouve des informations là-dedans. Puis ça rappelle différentes... enfin bon, là vous n'allez pas avoir grand-chose ici. Ça rappelle en fait des informations qui sont ici dans l'assistant. On verra ça plus tard. Donc là, en fait, je viens reprendre la référence. Voilà. Et je vais essayer de voir quel est du coup, enfin qu'est-ce qui s'est passé au niveau du produit que j'ai importé. Donc pour ça, il y a une petite option qui est simple ici, c'est que je peux directement aller dans un produit, je tape sa référence et normalement il va me trouver le produit. Alors il faut toujours cliquer ici pour ce petit problème de jeton. Et là vous voyez que j'atterris sur le produit. J'aurais pu aussi retourner dans PrestaShop et là j'aurais vu le produit. Donc je vois qu'il y a un petit souci. Donc le produit là il a bien donc du coup le nom. Il a bien la référence et je pense que là le prix est juste. Je vais vérifier ça. Hop, le prix j'avais voulu 129,89 et ouais, il a bien mis ça. Mais bon, il y a eu un problème avec les images qui ne se sont pas mises. Alors en fait, la raison est très simple à ça. C'est que en fait, ici, add image, j'ai pas indiqué du coup l'idée du produit. Donc je vois que c'est le quatrième argument. Hop. Et donc là, je vais mettre mon ID product. Voilà. Je ne sais plus si j'ai supprimé le produit. Je vais recommencer. Alors, par contre, si je suis toujours sous Fiddler, c'est bon. De toute façon, là, quand c'est entouré en bleu, ça veut dire que l'option est active. Voilà. On voit que ça prend à chaque fois les add images un petit peu de temps. Hein. C'est tout simplement dû au fait qu'il les importe normalement. Et alors, apparemment, il ne les a pas importés. Ah si, il les a importés. Si, voilà, il les a importés. Et donc ici, là, voilà. Donc j'ai les différentes images du coup du produit. Mais si je regarde
dans Fiddler, je vais m'apercevoir d'une chose, c'est que là, du coup, après l'import ici, du coup, du code source du site internet, et bien, ici, donc, j'ai pas mal de requêtes. Là, j'en ai une première pour le add product, puis ensuite j'en ai une pour le add image, voilà, etc. Alors, vous voyez que là, ça commence déjà à faire pas mal de requêtes. C'est-à-dire que là, pour un produit, en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, voilà, 8 requêtes. Il faut bien être conscient qu'à un moment donné, vous allez avoir aussi des problèmes de performance dans le crawling et qu'il va falloir aussi vous occuper de l'optimisation du temps de crawling parce qu'en fait, un crawling, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Là, par exemple, sur le site qu'on va importer, ça n'en a pas l'air, mais il peut y avoir beaucoup de produits. On va dire que potentiellement, il peut y en avoir 10 000, quelque chose comme ça. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi que vous fassiez un truc simple, c'est-à-dire que vous sortiez la calculette et que vous posiez des questions sur vos performances. Donc là, on va faire l'hypothèse qu'il y a 10 000 produits. Et on regarde un peu combien de temps est-ce que ça prend. Donc pour ça, je peux regarder par exemple ici la timeline qui va me donner du coup le temps. Pardon, c'est pas tout à fait là qu'on voit ça, c'est plutôt dans statistiques. Ici voilà le temps total. Donc vous voyez que ça a pris à peu près 350 millisecondes. Et ici les autres requêtes après que j'ai envoyées, vous voyez qu'elles peuvent prendre tout un peu moins d'une seconde. Donc, bon, juste pour l'exemple, on va dire que chaque requête prend une seconde. Voilà. Du coup, là, je multiplie par 1 parce que c'est la durée, on va dire, de cette requête-là pour vous venir prendre le code source. Hop. Ensuite, 1. Je vais faire plus 1 pour la requête add product. Et puis ensuite, là, plus 6 pour les images, en faisant l'hypothèse du coup que chaque produit du site internet a 6 images. Et je vois que là, déjà, ça commence à augmenter. Là, je vois qu'on est passé à 10 fois plus. Voilà. Et donc, ça, on va regarder combien ça fait en heures. Voilà, ça fait 22 heures. Donc, déjà, là, je vais prendre une journée entière pour importer tout le catalogue. Voilà. Bon, en fait, ça va être un peu moins parce que vous voyez qu'on est quand même plus rapide que ça. Mais bon, c'est pour donner un ordre de grandeur. Là, on a fait quelque chose qui est assez simple au niveau du script, mais si je veux importer toutes les données de ce produit-là, il va y avoir d'autres requêtes qui vont passer. Là, par exemple, il va y avoir les caractéristiques techniques. Vous voyez qu'il commence à y en avoir pas mal quand même des caractéristiques techniques. Imaginez qu'on fasse une requête pour chacune. En plus, de temps en temps, il va falloir aussi les créer dans PrestaShop. Par exemple, là, cette caractéristique-là n'existe pas forcément et cette valeur non plus. Donc, il va falloir également les créer. Je vais également devoir le faire pour les accessoires. Je veux peut-être importer aussi les avis. Là, il va y avoir peut-être des PDF. Donc tout ça va faire à un moment donné des requêtes supplémentaires. Et donc là, en fait, c'est pas forcément 1 x 10 que je vais faire, ça va être 1 x 15, 1 x 20, et parfois vous avez une augmentation exponentielle du nombre de requêtes que vous allez faire. Et en fait, il faut être conscient qu'à chaque fois, ça va être des allers-retours, c'est-à-dire qu'on envoie une requête au serveur, on attend le retour de ce serveur, puis ensuite on fait la prochaine action et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas un fonctionnement qui est très très efficace en fait. Il y a une façon d'optimiser les choses. Donc, pour pouvoir optimiser les choses, je vais enlever mes function now et je vais faire des functions. C'est-à-dire qu'en fait, je vais venir empiler mes requêtes les unes derrière les autres. Donc, si je fais un function, là, comme ça, il faut bien être conscient que ça, là, le add product, il va pas se lancer, en fait. Voilà. La requête, là, ne va pas s'exécuter. Elle ne s'exécutera qu'au send que je vais faire donc à la fin, une fois que j'aurai empilé toutes les commandes qui vont permettre de créer du coup mon produit. Mais du coup, si le function là, il ne s'exécute pas immédiatement, il ne va rien retourner. Puisque ça, là, le retour de la fonction, vous voyez que c'est un void. Forcément, elle ne s'exécute pas. Il n'y a rien du tout à retourner là-dedans. Voilà. Tout ce que va faire function, c'est l'empiler, c'est mettre du coup cette commande dans une pile de commandes et puis la mettre en attente d'arriver au send. Du coup, il n'y a aucune valeur de retour et je ne vais pas avoir l'ID produit.
Et du coup, on peut se poser la question, mais comment est-ce que je vais faire pour indiquer à AddImage que du coup l'idée du produit, ben, ça va être du coup celui-là. Voilà, parce que l'image, il faut quand même savoir à quel produit est-ce qu'on va l'ajouter. Donc qu'est-ce que je vais venir mettre ici, là, dans cet argument? La réponse est simple, c'est rien du tout. Voilà. On va faire comme ça. Sauf que là, en fait, on va mettre un function. Voilà. Et ça va fonctionner, en fait. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Parce qu'en fait, dans les fonctions de Grimport, justement, on a réfléchi à cette question en amont, et il y a en fait ce qu'on appelle des identifiants contextuels qui vont venir se mettre en place. C'est-à-dire que ici, je vais venir prendre la documentation de AddProduct. Alors, regardez comment je fais. Là, je sélectionne ici. Et tout comme je faisais ici, là pour les fonctions Grimport, je cliquais ici. Là, je vais pouvoir cliquer ici pour voir la documentation de la fonction PHP. Voilà. Donc là, vous voyez que j'arrive directement sur le AddProduct. Donc là, j'ai la documentation dessus. Et donc là, ça va être le code source. Et là, regardez. Vous voyez que là, il y a global et que je vois une petite variable idProduct. Eh bien, en fait, si je continue dans la fonction, bon, même si vous n'allez pas forcément tout comprendre, à un moment donné, hop, je crois que c'est ici, voilà. Là, vous voyez qu'il y a le product save qui va venir sauvegarder du coup le produit. Et ici, cette variable globale idProduct, je viens mettre ici l'identifiant du produit. Et du coup, si je fais un AddImage, hop. Donc, concernant le AddImage, vous voyez qu'en variable globale, je récupère en fait cette idProduct là. Et cet idProduct, ensuite, il va être utilisé. Alors, vous voyez que là, l'argument que j'avais utilisé, là, c'était idProduct for image, ici. Donc, cet argument, là, dans le cas présent, il est nul. Mais regardez qu'est-ce qui se passe quand il est nul. Là, quand il n'y a pas de idProduct for image, ben, qu'est-ce qui va se passer? idProduct for image, on vient mettre idProduct dedans. Voilà. Du coup, c'est comme si j'avais mis du coup ça revient au même par rapport à avant. En fait, étant donné que le dernier produit à avoir été créé, c'est celui-là, eh bien la fonction addImage, elle va le savoir. Et en fait, on n'a pas à indiquer du coup l'identifiant du produit. Elle va entre guillemets le deviner. Elle va reprendre l'identifiant du dernier produit. Et dans les fonctions PHP de Grimport, tout fonctionne comme ça. Voilà. Donc toutes les fonctions, à chaque fois, sont basées sur cette logique. Il faut essayer de privilégier cette logique parce que déjà, bon, vous voyez que le code est encore plus simple que tout à l'heure. Voilà, on n'a pas à se préoccuper de ce genre de choses, donc tant mieux. Et en plus de ça, bah, ça va être plus efficace. Donc vous n'avez vraiment aucune raison de ne pas utiliser cette méthode. Et regardez ce qui se passe quand, du coup, on lance ça. Donc là, ça démarre. Voilà, il lance ça d'un coup. Et là, il va mettre un petit plus qui signifie qu'en fait, ça c'est ce qu'il fait quand il va passer sur un send. Donc il dit que du coup, l'action a été exécutée. Donc quand il met un plus, ça veut dire que tout va bien, ça s'est exécuté. Si jamais il met une erreur, donc il ne mettra pas le plus à ce moment-là, mais il affichera l'erreur qui, elle, signifiera que ben, voilà, il y a eu un problème et qu'il faut regarder le contenu de l'erreur pour comprendre. Donc, vous voyez, vous êtes peut-être rendu compte que ça s'est allé plus vite parce que ben, il y a moins d'aller-retour entre le client et le serveur. Là, ici, vous avez toujours la trace des fonctions qui ont été appelées. Et si je vais du coup dans Fiddler, vous voyez qu'en fait, là, il y a beaucoup moins de requêtes. Ça, c'était toutes les requêtes qu'on avait avant. Là, en fait, je vais avoir là, tout qui va être stacké dans une seule requête. Et quand je regarde du coup les statistiques, donc là, je vois que la requête, elle a mis 2 secondes à se faire. Mais si vous sommiez donc tous les temps de ces requêtes, vous apercevriez qu'ici, on a fait une économie, parce qu'en fait, c'est normal qu'elles prennent un peu plus de temps, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis là, il y a beaucoup de add-images qui vont se faire. Donc à chaque fois, il va falloir qu'il télécharge du coup cette image-là. Mais en fait, là, on a économisé beaucoup d'allers-retours client-serveur. Voilà.
Et donc ça, en pratique, ça va avoir un impact. Voilà. Donc là, ici, j'ai mon produit qui est correct avec du coup toutes les informations. Alors, je vois qu'ici, là, j'ai pas arrêté de dupliquer des produits. Là, en fait, j'en ai 3. À chaque fois, en fait, je crée un nouveau produit. Mais ça, c'est pas forcément ce que je vais faire, moi. Moi, ce que je veux faire, c'est à chaque fois créer un seul produit et quand il n'existe pas, venir le mettre à jour. Voilà. Donc, pour ça, je vais utiliser une autre fonction que addProduct. Je vais utiliser la fonction qui s'appelle update addProduct. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Alors, là, on apprécie souvent d'utiliser cette... comme en fait, le problème de la fonction update addProduct, c'est qu'elle a beaucoup d'arguments. Donc là, il y a deux formes pour pouvoir l'utiliser. Vous pouvez utiliser la forme classique comme addImage, etc. ou la forme tableau qui est disponible, qui a en réalité un seul argument. Et cet argument donc est un tableau. Donc je viens mettre ici les informations, vous voyez, que je souhaite avoir. Et toutes celles dont je n'ai pas besoin, ben, je les dégage. Hop là. Voilà. Puis je fais un joli indentement. Hein. Voilà. Donc, update addProduct, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder si le produit qui a cette référence-là, parce qu'on double N toujours sur la référence, il existe déjà. S'il existe, elle vient mettre à jour les informations, donc le nom, le prix et la référence. Et si jamais il n'existe pas, ben, il va le créer. Voilà. Alors, je vais avoir un autre problème en dessous, c'est qu'en fait, là, je vais à chaque fois en fait, créer des images. C'est-à-dire que la première requête, je viens en fait créer le produit et ajouter les images, bon, ben, c'est normal. Et puis ensuite, je ne sais pas, une semaine plus tard, je vais relancer le crawling. Donc ici, il va repasser sur le produit. Il va voir que la référence elle existe déjà. Il va juste mettre à jour les informations. Il ne va pas recréer un nouveau produit. Mais par contre, il va refaire des addImage. Voilà. Donc ça, c'est un petit problème. Donc pour pouvoir éviter ça, je vais essayer de voir si le produit existe déjà parce que ça va me permettre de faire tout un tas de choses. Donc pour ça, je vais me créer une variable idProduct existe qui va venir regarder si le produit existe. Et là, pour le coup, je vais faire un function now parce qu'en fait, là, je veux vérifier immédiatement si le produit existe. Voilà. Je ne veux pas le faire au niveau du send, je veux le faire justement avant. Et donc, je vais utiliser donc, alors product, ID, donc toutes ces fonctions elles viennent prendre l'idée du produit en fonction d'une certaine donnée. Et là, moi, je veux le faire en fonction de la référence. Voilà. Donc, c'est ça que je vais venir utiliser. Hop. Voilà. Donc, je viens du coup prendre la référence par rapport... enfin, je viens regarder du coup si cette référence existe et cette fonction va me retourner l'identifiant si le produit existe et va me retourner un false si jamais ça n'existe pas. Voilà. Donc là, je sais que le produit existe et je viens du coup faire mes addImage uniquement si le produit n'existe pas. C'est-à-dire que si je suis en création, voilà. Parce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas d'idée produit si le produit n'existe pas. Voilà. Autre chose que je vais pouvoir faire, grâce à cette petite variable, c'est que je vais pouvoir en fait faire en sorte ici que certaines informations ne soient pas forcément intégrées en mode mise à jour. Donc là, en fait, le prix, je veux qu'il soit tout le temps mis à jour. Mais par contre, pour le nom, bah, je ne veux pas qu'il soit mis à jour. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je ne veux pas qu'il soit mis à jour? Parce que peut-être qu'après la création du produit, je vais venir sur le produit et je vais venir personnaliser manuellement cette information. C'est-à-dire, je vais venir changer le nom du produit pour l'optimiser par rapport au SEO ou par exemple, je vais venir retravailler d'autres informations comme la description ou la catégorie du produit. Voilà. Donc ça va être des informations que je ne vais pas vouloir justement que le script remette à jour a posteriori. Donc il faut bien se poser cette question en amont. Et donc si là, je ne veux pas que le nom soit mis à jour après,
ce que je peux faire, c'est un opérateur ternaire. Donc là, je viens mettre ici cette condition. Donc, si jamais l'id produit existe, bah, ça veut dire que je suis en mode mise à jour. Voilà. Donc, à ce moment-là, je ne vais pas vouloir mettre à jour le nom. Et si l'id produit n'existe pas, bah là, je viens indiquer un nom parce que du coup, je viens écraser le nom précédent. Voilà. Et là, ici, là, je commence à avoir un script qui va véritablement fonctionner et qui est optimisé par rapport aux contraintes du crawling. Voilà. Je vais enlever ici Fiddler, on va pas en avoir besoin. Et je vais retester ça. Voilà. Alors, je crois qu'en fait, quand je fais ça, ouais, vous voyez, c'est vrai que ça, c'est une option que je ne vous ai pas montré. Donc là, il a fini le crawling. Mais ici, vous voyez, il y a un petit bouton qui est apparu, produit d'import détecté. Ici, je clique directement dessus. Je vais directement sur le produit. Ça, c'est pratique. Donc là, le produit s'est bien créé. Je regarde dans ma liste des produits. Donc je vois que là, il y en a un. Je vais m'amuser à dire que là, c'est mon abri de jardin. Voilà. Et je vais modifier aussi ici le prix pour mettre, je ne sais pas, 100. Hop. Là, on voit qu'il y a donc 6 images. Hop, je relance. Et là, vous voyez qu'il n'a pas fait les mêmes choses. Là, dans le Updated Product, il a du coup pas mis le nom du produit. Et par contre, il est venu mettre à jour le prix et il n'a rien fait pour du coup les images. Voilà. Il n'a pas fait tous les add images. C'est ce que je voulais, c'est normal, je suis en mode création. Voilà. Donc là, je vois que j'ai toujours mon abri de jardin. Mais tiens, c'est bizarre, là, le prix. Ah oui, non, je sais pourquoi. Alors en fait, pour information, quand vous faites un refresh comme ça, parfois, ça va vous remettre les mêmes informations, mais ça, c'est pas dû à vous. C'est pas un problème de grimport, c'est en fait votre navigateur qui va remettre les mêmes champs afin que vous ne perdiez pas les informations. Donc, on va vérifier. Oui, vous voyez, là, le produit est bien à 129. Donc, bon, là, ici, je vois qu'il n'a pas dupliqué le produit, hein. En fait, si je reclique là, ouais, vous voyez, il est bien à 129 en fait, mais mon abri, là, il est resté correct. Voilà. Oui, donc se méfier un petit peu de ça, effectivement, ça peut être un piège. Alors, je vais vous parler maintenant de tout ce qui est les informations associées. Donc ça, ce sont toutes les données en fait qui vont être associées au produit. Donc par exemple comme les attributs et les caractéristiques, les marques, les fournisseurs, les fichiers joints, les catégories, des choses comme ça. Voilà. Donc on va commencer par les catégories. Donc là je vois que j'ai quelques catégories et je vais par exemple ici vouloir vouloir reprendre en fait les catégories qu'il va y avoir du coup sur le site du fournisseur. Donc je les ai ici, hein, les catégories dans le fil d'Ariane. Du coup, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir ici indiquer du coup la catégorie au produit? Donc ici la catégorie, la défaut catégorie, hop. Voilà, je veux catégoriser le produit d'emblée et lui mettre du coup l'idée de la catégorie. Voilà. Alors, du coup, pour pouvoir faire ça, je vais ici reprendre du coup le fil d'Ariane. Voilà. Donc là, je vois qu'il est dans breadcrumb. Bon, ça, c'est le mot anglais pour dire fil d'Ariane, donc ça tombe très bien. Et je vois qu'ensuite ici, il y a tout un tas de liens A en fait, qui vont m'aider et qui se terminent ici par le nom du produit, mais qui n'est pas dans un lien A. Donc ça va être bien pratique. Donc, hop, ici, donc, je vais venir prendre ça. Donc ici, là, j'ai bien tout ce que je veux, mais le accueil, je ne veux pas le prendre. Du coup, je vais mettre un note first child. Là, je crois qu'il n'y a pas ça. Ah. Zut, alors ça, c'est l'assistant de Firefox. Désolé. Child.
Ouais. Donc là, je fais échappe pour enlever ce truc. Et vous voyez, là, ça a l'air de bien marcher. Donc, hop là. Alors, clean select all. Là. Et voilà. Donc au début, je viens dire que du coup, cette ID catégorie, il est nul. Et donc là, je vais avoir du coup le label de chaque catégorie. Donc je vois que là, il a l'air... j'ai pas besoin forcément de le nettoyer. Enfin, il faut toujours le nettoyer avec le clean, mais pas plus que ça. Là, je prends pas les... comment dire, les petits trucs là. Ici, là, je les prends pas. Donc normalement, le nom, il est propre. Alors, ce que je veux faire, c'est ajouter cette catégorie si elle n'existe pas. Et si elle existe, elle va tout simplement reprendre son identifiant. Donc, pour ça, je vais utiliser une fonction qu'ils appellent getCategory. Alors, là encore, on va avoir le même problème que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on cherche à éviter de faire des allers-retours donc, avec le serveur. Donc il y aurait une possibilité qui serait de faire un function now ici et de faire un truc type get catégorie, voilà, et de regarder du coup si la catégorie qui a ce nom, elle existe ou pas. Là encore, ça ferait des allers-retours client-serveur. Et du coup, ça a déjà été intégré en amont dans Grimport, pardon, au travers du coup d'un système de cache. Donc, je vous en avais parlé ici. Là, au début, là, ici, là, vous voyez qu'il y a tout un tas de caches d'informations qui vont être reprises. Donc là, par exemple, pour les catégories, là, il a repris tous les identifiants des différentes catégories. Et donc, ces informations-là ont déjà été mises en cache dans Grimport. Et du coup, il a la liste des catégories de PrestaShop avec leurs identifiants. Je peux du coup utiliser la fonction getCategory, ici, voilà, et faire une recherche du coup. Alors, alors il y a deux fonctions en fait pour les catégories, c'est un peu spécial. Là, je vais plutôt utiliser un getCategoryIn, parce que getCategory, ça vient rechercher du coup la catégorie dans toutes les catégories, et getCategoryIn, ça vient rechercher la catégorie dans une catégorie particulière. Voilà, donc c'est-à-dire que si vous voulez, c'est peut-être pas très très clair ce que j'ai dit. Donc là, ici, vous avez plusieurs catégories. Dans PrestaShop, vous avez des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories, etc. GetCategory, il va rechercher si le nom de la catégorie, qui donc ici, on va dire par exemple abri de jardin, il va la rechercher parmi vêtements, accessoires, art, mais aussi parmi hommes et femmes. Par contre, si je fais getCategoryIn en précisant que l'identifiant de la catégorie ici, c'est la catégorie 3, parce que vous voyez que vêtements, c'est la catégorie 3, bah là, il va juste rechercher parmi hommes et femmes. Voilà. Et c'est plutôt ça que je vais vouloir faire, je vais vous montrer pourquoi. Donc, oui, je disais donc que donc, là, ici, du coup, on vient regarder dans le cache si, si cette catégorie, du coup, elle existe. Et donc, ça va venir retourner son identifiant si c'est le cas. Voilà. Donc, du coup, ici, là, je viens mettre le label de la catégorie et se pose la question, quelle est la catégorie parente? Voilà. Alors, je vais commencer ici, en fait, dans PrestaShop par la catégorie racine, qui, alors même si là, ça ne se voit pas, en fait, les idées de catégorie sont ici. C'est comme ça que ça fonctionne dans PrestaShop. Par exemple, ici, là, si je vais dans le produit, vous voyez que ça, c'est l'idée 24 qui est ici. Ouais, 24. Et donc là, en fait, ici, on est dans la catégorie d'identifiant 2. Voilà. Du coup, je viens mettre ici ID catégorie racine 2. Là. Et donc, ici, je viens créer une variable ID parent qui va être par défaut du coup la catégorie racine.
Cet ID parent, du coup, ça va être ça, et on va le changer au fur et à mesure. Voilà. Là, les autres informations ne sont pas très importantes. Notez quand même qu'avec les fonctions comme ça, vous pouvez aussi utiliser à un moment donné de l'intelligence artificielle pour ne pas avoir forcément la catégorie qui contient exactement abri de jardin, mais la catégorie la plus proche. Par exemple, là, ici, vous voyez que c'est abri de jardin au pluriel. Si jamais c'était abri de jardin sur votre site internet à vous, au singulier, eh bien avec l'intelligence artificielle, il la trouverait, tandis que là, on va faire en sorte de la recréer. Alors, du coup, là, j'ai du coup, je vais mettre, ouais, je vais mettre comme ça, ID catégorie, comment est-ce que je peux appeler ça, ID catégorie actuelle. Voilà. Et je vais faire du coup, comme on avait fait pour enfin, comme on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, je vais venir regarder si la catégorie, elle existe ou pas. Et en fonction de ça, je vais la créer ou bien je vais utiliser son identifiant, l'identifiant qu'on a déjà. Donc là, en fait, la catégorie, si elle a un identifiant, c'est qu'elle existe. Si elle n'en a pas, c'est qu'elle n'existe pas. Donc, il y a le cas où elle n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir la créer. Donc pour ça, je fais un function now parce que je vais avoir besoin que la catégorie elle soit créée impérativement quand je vais venir mettre l'idée de la catégorie dans update or add product. Voilà. Donc du coup, je fais un add catégorie. Voilà. Et je viens créer du coup la catégorie avec ce nom-là et ce parent. Voilà. Les autres, je ne les mets pas. Voilà. Et donc ça, add catégorie, ça va venir retourner du coup l'identifiant de la catégorie. Ça tombe bien, l'identifiant de la catégorie, je vais en avoir besoin. Et je vais venir du coup le mettre du coup dans la variable. Donc à ce niveau-là, je suis sûr d'avoir l'identifiant de la catégorie. Voilà. Du coup, cet identifiant de catégorie, qu'est-ce que je vais en faire? Deux choses. La première, c'est que je vais venir du coup actualiser le parent. Voilà. Pourquoi? Parce que, alors attendez, je vais faire un truc. Ouais. Voilà. Donc en fait, là, au début, donc on va avoir le tableau. Il n'y a pas un petit souci là? Si. Hop. Je vais avoir du coup le tableau de mon fil d'Ariane qui commence du coup avec jardin. Donc, je commence avec jardin. Je regarde si jardin, il fait partie de la catégorie accueil. Si jamais il ne fait pas partie de la catégorie accueil, je le crée. Voilà. Et après, je vais passer à abri de jardin. Abri de jardin, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir regarder si abri de jardin, il existe dans quelle catégorie? Dans la catégorie jardin. Du coup, il faut que je change le parent à ce niveau-là et que je le mette à jardin pour que quand ils reviennent à la prochaine itération du for, eh bien, le getCategoryIn, il se fasse non pas sur accueil, mais sur jardin. Voilà. Donc pour ça, il faut bien que je mette à jour du coup cet identifiant. Voilà. Et donc là, cette boucle-là va permettre du coup de créer toutes les catégories. Voilà. Parce qu'en fait, là, ça va marcher ça pour abri de jardin. Et puis après, du coup, quand il aura créé abri de jardin, il arrivera à abri de jardin métal. Et abri de jardin métal, du coup, ici, on aura mis à jour l'identifiant parent pour abri de jardin. Et du coup, si jamais elle existe, il ne la crée pas, mais il reprend son identifiant, et sinon, il la crée. Voilà. Bon, alors tout ça ne nous dit pas comment est-ce que je vais avoir à la fin l'identifiant de la catégorie dans laquelle je vais mettre le produit. Parce qu'en fait, le produit, je veux le mettre dans quelle catégorie? Dans la catégorie terminale, dans abri de jardin. Voilà. Parce que ça, c'est la catégorie par défaut là, qu'on vient mettre en place. Donc ça va toujours être la catégorie du coup terminale. Du coup, ce que je peux faire, c'est tout simplement ici. Je vais mettre à chaque fois, je vais écraser le ID catégorie là, que j'ai mis initialement. Et ce ID catégorie là,
je l'écrase à chaque fois, et comme ça, à la fin, quand je vais sortir de la boucle for, bah, ce sera la dernière sous-catégorie, c'est-à-dire abri de jardin métal. Voilà. Et si jamais je veux pas, je veux pas venir mettre à jour cette information, je veux pas venir faire tout ce tintouin-là en mode mise à jour, bah, ce que je fais, c'est que comme tout à l'heure, je mets ma petite condition. Comme ça, ce qui va se passer, c'est que à la création du produit, cette catégorie sera mise à jour. Donc le produit sera catégorisé dans telle catégorie. Et, après, je pourrais éventuellement le recatégoriser dans une autre catégorie. Donc je pourrais déplacer le produit. Et ensuite, la fonction add or update or add product ne viendra pas écraser cette catégorisation. C'est-à-dire, elle ne viendra pas remettre le produit dans la catégorie abri de jardin métal, elle le laissera dans la catégorie dans laquelle moi je l'aurais déplacé. Voilà. C'est une possibilité. Donc bon là, on s'en fiche. Voilà. Et on va du coup laisser ça comme ça. Donc, alors, ça va fonctionner, n'est-ce pas? Donc je vais ici tester, mais je vais vous parler d'un problème que ça va créer tout de même. Parce qu'en fait, là, je vais avoir un problème de gestion de cache. En fait. Donc, donc là, vous voyez que du coup, il a fait plusieurs add catégories ici. Voilà. Je vois que, hop, là, il a créé une catégorie jardin, une sous-catégorie abri de jardin. Voilà. Et mon produit, là, qui était dans l'accueil, il est maintenant dans abri de jardin métal. Là, c'est les catégories qui ont été associées. Et là, voilà, j'ai abri de jardin métal. Cette catégorie-là, en fait, est toujours associée parce que là, on a fait plusieurs passages. Au début, on l'avait créé dans accueil, du coup, il l'avait associé avec accueil. Et bon, là, voilà, il ne l'a pas désassocié. Mais si jamais je l'avais d'emblée fait créer ce produit sur ce mode-là, bah, il n'aurait pas associé la catégorie accueil. Voilà. Et donc là, je vois que comme ici c'est coché, ça veut dire que c'est la catégorie par défaut. Voilà. Le souci que je vais avoir avec ça, c'est que en fait ici, quand je vais arriver après sur un autre produit de catégorie jardin métal, mettons par exemple celui-là, voilà. Et bien en fait, il va recréer en doublon toutes ces catégories-là. Alors pourquoi? Parce que en fait, le cache des catégories qui utilise getCategoryIn, il est généré en fait avant le initial. Voilà. C'est-à-dire au tout début du crawling, hein, quand je vais lancer le crawling global sur mon site internet et qui va venir parcourir toutes les pages du site internet, au début, il va venir générer le cache, et puis après, il ne va plus du tout s'en occuper. Voilà. Il ne va plus jamais rafraîchir le cache, il va continuer avec ce cache-là, c'est-à-dire cette association entre les catégories et les identifiants de catégories, tout au long du crawling. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, il va faire les 10 000 produits en partant du principe que l'arbre de catégorie, ben, c'est celui qu'il a en cache. Voilà. Mais il se trouve qu'au fur et à mesure du crawling, cet arbre de catégorie, il va justement évoluer. Parce que là, on vient ajouter au fur et à mesure les catégories qui n'existent pas. Du coup, en fait, le cache, à un moment donné, il va être faux. C'est-à-dire que cette association entre les noms de catégories et les identifiants des catégories, à un moment donné, elle va finir par devenir incomplète. C'est-à-dire qu'en fait, mettons que j'ai lancé le crawling global, je sois passé sur ce produit. Au début, il partait du principe que il n'y avait que ces catégories-là qui existaient. Donc en fait, pour lui, il y aura, on va dire, dans la catégorie 2, il n'y aura que vêtements, accessoires et art. Puis, comme on sera passé sur ce produit-là, il va venir créer ici la catégorie jardin. Voilà. On passe ensuite du coup sur ce produit, parce que voilà, on a fini avec ce produit-là, on passe maintenant sur celui-là.
il va ici, à un moment donné, du coup, commencer le for page, le script for page sur ce produit. Donc, il va regarder le nom, le prix, etc. Et puis, il va arriver ici. Donc, il va itérer, du coup, le fil d'Ariane, qui, on le voit, est le même qu'ici. C'est normal, ils sont dans la même sous-catégorie. Et donc là, il va faire son catégorie in. Mais son catégorie in, il va le faire sur un cache qui représente que ça. Voilà. Il ne va pas y avoir jardin. Pourquoi? Parce que ce cache, tout simplement, on ne l'a pas réactualisé. C'est-à-dire, on n'est pas venu dire, bon voilà, là on a ajouté une catégorie, il faut maintenant du coup l'ajouter aussi effectivement cette catégorie au cache, c'est-à-dire dire qu'il y a une nouvelle catégorie qui est jardin et qui a identifiant 10 afin que le get catégorie in ici il soit efficace. Voilà. Alors, du coup, là, il n'y a aucune raison que ça se fasse correctement. Donc, ce qu'il va faire le get category in, c'est qu'il va regarder si du coup la catégorie jardin qui est ici, elle existe parmi les catégories qu'il a en cache, c'est-à-dire parmi vêtements, accessoires et art. Il se trouve que non. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Il va dire que là l'identifiant n'existe pas, ce qui est faux, parce qu'en fait il raisonne à partir d'un cache qui est faux, et il va réajouter la catégorie jardin, et du coup là on va se retrouver avec un doublon. On va se retrouver avec une deuxième catégorie jardin. Voilà. Donc pour éviter ça, au fur et à mesure du crawling, il va falloir du coup mettre à jour le cache quand ce sera nécessaire. Voilà. Donc pour ça, ce que vous faites, c'est que vous faites une variable mise à jour catégorie, voilà, qui va être à false. Et si à un moment donné, on ajoute une catégorie ici, on va venir dire que cette mise à jour est nécessaire. Voilà. Et à la fin des catégories ici, on va dire que si la mise à jour des catégories est nécessaire, alors on fait un update catégorie. Voilà. Et donc le update catégorie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre à jour le cache. Donc là, il va envoyer une requête au serveur qui va être en fait la même que celle-là. Voilà, avec ici get catégorie. Et il va du coup redemander cette association. Voilà. Donc ça va faire du coup un aller-retour client-serveur, effectivement, mais on va quand même être économe avec ces allers-retours client-serveur parce qu'on ne va les faire que lorsque ce sera nécessaire. Voilà. Si jamais vous avez des problèmes de performance qui vont être trop importants, il y a une autre démarche que vous pouvez faire, c'est ajouter manuellement dans du coup le cache l'entrée. Donc pour ça, je crois que c'est voilà, add catégorie cache entry. Voilà, vous pouvez utiliser ça, mais ça c'est un fonctionnement qu'on va plutôt utiliser en fait quand on aura vraiment des gros soucis de performance, où là on vient du coup mettre à jour le cache par ce moyen-là. Voilà. Mais ça fait du bien de temps en temps, moi je trouve, après bon c'est une question de politique un petit peu, ça fait du bien de remettre à jour le cache régulièrement parce que peut-être qu'il y a quelqu'un aussi, vous savez, un crawling ça peut durer plusieurs jours, peut-être que quelqu'un va venir et supprimer une catégorie par erreur, ou bien pendant le crawling, hein, ou bien l'ajouter manuellement, ou faire quelque chose comme ça, et donc il est plus sûr de faire ce genre de choses. Voilà. Également ici, je vais pouvoir de temps en temps ajouter un petit message. Donc par exemple, là, je vais pouvoir mettre console. Et là, je vais pouvoir essayer de dire un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le crawling. Donc je peux mettre ici par exemple ajout ou mise à jour du produit. Voilà. Donc là, c'est un petit message ici que je me crée pour moi, voilà, qui n'est pas nécessaire. Hein, on le fait uniquement quand on a besoin d'afficher quelque chose. Et là, vous voyez que ça va me permettre d'avoir des informations dans le rapport de log ici qui vont après m'être utiles par la suite. Voilà. Je vais peut-être aussi dire une chose sur les rapports ici qu'il va vous créer. Parce que donc on en a un petit peu discuté, mais je me rends compte que j'avais peut-être pas dit suffisamment. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver un rapport qui en dit un peu plus long. Oui, alors j'en trouve pas, mais alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le générer nous-mêmes. Donc là, je vais lancer un crawling sur Garden Global.
voilà, en cliquant du coup ici. Là, ici, je vais me générer du coup des rapports. Voilà, sachant que je peux vérifier l'état du crawling au cours de l'analyse. Donc là, vous voyez que si je fais ici des petits rapports que je clique du coup sur F2, qui est le raccourci, ben, je peux voir comment progresse du coup mon crawling. Alors, quand je vais dans le répertoire, du coup, je vois que là, en fait, je vais avoir des petits rapports. Donc là, ça, c'est le rapport des liens futurs à visiter, c'est-à-dire c'est les liens qu'il a rencontrés mais qu'il n'a pas encore crawlé, qu'il a mis en attente et qui vont bientôt être crawlés. Voilà. Et ici, du coup, c'est le rapport des liens qu'il a déjà visité. Voilà. Notez qu'il commence toujours par ouvrir deux fichiers, le robot.txt qui dit quelles sont les limites à ne pas franchir pour un crawling normalement, donc il peut potentiellement ignorer, ça dépend. Et aussi le sitemap.xml qui est censé donc contenir tous les liens du site internet. Donc c'est une information qui est intéressante pour nous, mais qui n'existe pas forcément sur tous les sites internet. Là, ça dépend un petit peu de la politique du site. Et puis à la fin du crawling, il vous mettra URL visited finally, donc pour bien vous afficher du coup le même rapport que celui-là, mais pour tous les liens qui ont déjà été visités. Et vous en avez un autre qui est celui des liens qui ont eu une extraction. Je crois que là on en avait un exemple. Ouais, donc là il n'y en a qu'un seul parce que là on a fait le test. Donc là c'est du coup le lien sur lequel donc le test a été effectué. Je termine aussi sur donc, tout ce qui est le crawling. Donc on va regarder un petit peu le panneau options ici, donc pour le paramétrage des options de crawling. Donc ici, là, je peux faire une expression régulière pour les liens que je ne veux pas visiter. Donc par exemple, hop, ici, on va dire que je ne veux pas tout ce qui est piscine. Hop, enfin, ouais, nanana. Donc, par exemple, ici, je pourrais interdire d'aller sur cette page de catégorie. Donc, pour ça, hop, je mettrai du coup un ou comme ça. Et voilà, et je mettrai ça. Et comme ça, en fait, il n'irait pas du coup sur cette page de catégorie parce que l'URL de cette page-là matcherait avec cette expression régulière. Voilà. Ici, j'ai le HTTP user agent. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la manière dont un navigateur s'identifie par rapport à un site internet. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais venir communiquer avec ce site internet, je vais toujours dire qui je suis. Donc là, en fait, le user agent ici, ça va être le user agent donc, de Firefox. Voilà. Et là, ici, je vais pouvoir changer ce user agent. Je vais par exemple mettre celui de Google, celui de Twitter, ou bien ici, comme si j'étais sur un mobile Android. Voilà. Il y a tout un tas d'user agents comme ça qui existent. Vous pouvez aussi créer votre user agent personnel. Donc là, ça c'est l'ordre dans l'analyse, c'est-à-dire qu'en fait, bon là j'ai un seul script, mais je pourrais très bien en faire 5 ou 6. Et donc en fait, après je pourrais les classer par premier, deuxième, troisième qui doivent s'exécuter. Et si j'ai ici plusieurs scripts, bien, je pourrais ici du coup les lancer tous ensemble en cliquant ici et ils s'exécuteraient dans l'ordre que j'aurais défini ici. Voilà. La profondeur, on en a déjà un petit peu parlé. Donc la page d'accueil, c'est celle de profondeur 0 et les liens qui sont sur la page d'accueil sont des pages de profondeur 1. Et donc en fait, ça permet de mettre une limite. Donc là, ça veut dire qu'on ne va pas au-delà de la profondeur 7. Je précise que c'est un supérieur ou égal, c'est-à-dire que là, on ira sur les pages de profondeur 7, mais on n'ira pas sur les pages de profondeur 8. Voilà. Le délai entre les requêtes, ben ça c'est pour éviter de trop flouder le site internet en face. Parce qu'un crawler, parfois, ça peut envoyer tellement de requêtes à la seconde que en fait, le site en face n'arriverait même plus à répondre. Et il y a des fois comme ça des sites que vous pouvez faire crasher par rapport à ça. Donc il y a aussi le fait que parfois, si vous envoyez trop de requêtes trop rapidement à un site internet, il va vous bannir. Voilà. Donc c'est bien de pouvoir jouer sur ce petit paramètre qui est donc en millisecondes. Ça, c'est le nombre maximum d'URL à visiter.
Donc là, par défaut, il est à 100 000. Si jamais vous avez un site qui est plus grand, vous pouvez augmenter ce nombre. Et en fait, ça va vous permettre de mettre une limite dans les liens à crawler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va s'arrêter. Sachant que le but, c'est quand même souvent de crawler la totalité du site internet. Et donc, souvent, voilà, on espère ne pas avoir à buter sur une de ces contraintes. En tout cas, si à un moment donné, vous voyez que pour un petit site internet, vous avez dépassé les 100 000 URL, ben, à ce moment-là, il faut venir faire du nettoyage dans vos URL, c'est-à-dire qu'il y a certainement des pages qu'il ne faut pas venir crawler. Alors pourquoi ça? Parce que en fait, il faut savoir qu'un site internet peut parfois générer beaucoup plus de pages qu'il n'a de produits. Et donc en fait, ça c'est dû souvent à tout un tas de petits modules. Par exemple, bon, je prends un exemple là, je pense que c'est plutôt là. Vous voyez que là par exemple, il va y avoir plein de liens. Alert on stock refluid. Voilà. Donc certainement que dans mon rapport de crawling, je vais voir souvent ces liens-là arriver. En fait, ce sont des liens qui sont générés pour chaque produit. Mais en fait, ces liens-là, je ne vais pas forcément en avoir le besoin. Donc en fait, je vais autant les exclure parce que ça va me servir à rien de faire 10 000 liens en plus. C'est-à-dire que là, il va y avoir 10 000 pages produits, mais il va y avoir aussi 10 000 pages alert on stock refluid. Alors qu'en fait, je m'en fiche de ces pages. Et en fait, si je veux accélérer le crawling, bah, je peux du coup les exclure. Voilà. Je peux faire la même chose avec les autres pages. Donc souvent, sachez que quand on a terminé le script, il y a encore un petit peu de travail à faire parce qu'en fait, vous allez lancer votre crawling et votre crawling, à un moment donné, bon, vous allez voir que met quand même beaucoup de temps. Et donc, vous allez vous amuser à faire du coup ces rapports de liens pour ensuite aller voir quels sont les liens qui sont générés. Vous allez souvent voir que vous allez avoir beaucoup de liens parasites. Souvent avec le premier crawling, c'est là que tous les liens parasites se révèlent. Et du coup, ce que vous allez pouvoir faire, c'est les exclure au fur et à mesure. Donc pour ça, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on est en cours de crawling, c'est-à-dire que bon, là on va dire qu'on est à 30 000 URL crawlés. Et donc je vais venir cliquer ici et je vais venir exclure des liens. Donc ça va me remettre du coup la petite expression régulière qu'on a vue tout à l'heure. Et là, ici, je vais pouvoir du coup venir mettre à jour cette expression régulière et venir ajouter des éléments que je ne veux pas crawler. Hop. Donc, par exemple, je vais ajouter celui-là. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir expurger tous les liens qu'il a en attente, donc tous les liens to visited, et il va venir enlever les liens qui aura en trop, quoi. Il va venir enlever les liens parasites. Je vais ensuite pouvoir vérifier ça du coup sur ce fichier-là. Voilà. Dans lequel donc, je ne devrais pas normalement retrouver les liens par rapport aux expressions régulières que je lui ai indiquées. Vous voyez que là, par exemple, aussi c'est pareil, on a un authentication dans les liens à visiter. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Je vais ajouter du coup le authentication. Voilà. Et puis là, si jamais je recharge, normalement, je ne vais pas le retrouver. Vous voyez, là, il n'y a plus le lien authentication. Donc là, en fait, il y a moins de liens. Donc là, je vois que là, j'ai 7000 liens, mais plus je vais venir ici, donc exclure des liens, plus du coup, je vais accélérer le crawling. Là, vous voyez que dans les liens à visiter, il y en a 7913, et là, il y en avait plus. Donc là, j'ai réussi déjà à en expurger. On va regarder un petit peu les autres options. Donc ça va être pour le suivi des cookies. Alors, en fait, au fur et à mesure que vous allez crawler un site internet, le site internet il va venir mettre à jour les cookies. C'est-à-dire qu'il va vous dire dans votre gestionnaire de cookies, il faudrait que tu inclues tel cookie, ou bien il faudrait que tu enlèves tel autre. Voilà. Donc là, c'est le fonctionnement normal, c'est-à-dire qu'on vient en fait suivre tout simplement les cookies. Voilà. On vient faire ce que le site nous dit de faire. Parfois, on voudrait être un peu moins coopératif et on voudrait par exemple ici mettre aucun suivi.
Parfois, ce qu'on veut faire, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que à chaque fois que du coup on va on va aller sur une page du coup qui va être ici, voilà, on va aller sur une de ces pages. Là, on va être OK pour venir mettre à jour les cookies, mais dans toutes les petites fonctions qu'on vient faire du coup directement dans Graport, donc ça va être les fonctions getPage et post. Là, on va vouloir ne pas prendre en compte les cookies. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que ça? Parfois, il va y avoir des informations qui vont être en Ajax dans un site internet. Par exemple, le prix qui est ici, là, il nous le met gentiment, le site internet, mais parfois, il va falloir faire une requête supplémentaire pour pouvoir avoir ce prix. C'est-à-dire que là, je vois que par exemple ici, bon là, il n'y a pas vraiment de page en Ajax, mais on pourrait imaginer que du coup, dans le code source de cette page, ils ne mettent pas le prix et qu'il y ait une page getprice.php avec point d'interrogation ID produit et qui mettent ici donc l'identifiant du produit. Pardon. Et que pour pouvoir avoir ce prix, bah, il faille rechercher cette information dans cette page. Ce qu'on ferait à ce moment-là, c'est que du coup, ici, on ferait un getPage. Voilà. On viendrait mettre, bon par exemple on va dire que voilà, je veux reprendre du coup les informations de cette page à chaque fois. Voilà. Je peux faire comme ceci. Voilà. On va dire que là, bon, getFingerprint, ce serait plutôt la référence du produit qu'il faudrait mettre. Voilà, à ce moment-là, je ferais peut-être plutôt un URL en code. Quand même, qu'il y ait des caractères spéciaux. De la référence, voilà. Et ici, du coup, j'aurai le HTML de la page Ajax. Et ensuite, je ne sais pas, ici, je viendrai faire un clean select, du coup, sur un élément qui aurait la classe price. Et ici, j'indiquerai du coup que qu'il faut faire cette opération sur le HTML Ajax. Voilà. Et comme ça, ici, je reprendrai en Ajax le prix. Il faut bien être conscient qu'ici, donc là, je ferai une requête en plus, donc un aller-retour client-serveur par produit. Donc c'est comme ça qu'on peut récupérer des informations en Ajax dans un produit. Voilà. En faisant un petit peu l'analyse là des requêtes qui passent à chaque fois que j'ouvre du coup une page. Voilà. Et donc ici, la question se pose, est-ce que je viens respecter la politique de cookies de cette page-là ou pas, sachant que parfois ça peut entraîner du coup des bans de serveurs si je le fais ou pas. Habituellement, il vaut mieux le faire. Parfois, quand on a trop de problèmes de ban de serveur, on mettra cette option-là qui permettra non pas de faire du crawling comme on l'a vu au travers de Graport, mais en fait de le faire au travers d'un navigateur PrestaShop, d'un navigateur Firefox, pardon. Et en fait, ce navigateur-là, bah, l'avantage, c'est qu'il exécutera du JavaScript, c'est qu'il chargera toutes les pages, c'est qu'il chargera tous les scripts JavaScript et les feuilles de style, et en fait, il aura une empreinte qui sera plus classique, voilà, par rapport à un crawler qui cherche quand même à être économe, qui ne va pas par exemple vous charger les feuilles de style, ni exécuter le JavaScript, et du coup qui va parfois pouvoir se faire opérer grâce à certains mécanismes de protection. On verra plus tard l'interfaçage avec Firefox. Là, ici, c'est pour faire une sauvegarde de votre progression. C'est-à-dire qu'en fait, un crawling, comme on l'a dit, ça peut durer très longtemps. Et parfois, il arrive que par mégarde ou parce que l'ordinateur, je ne sais pas, crash ou quelque chose comme ça, ou redémarre alors que ce n'était pas prévu, il se ferme en cours de route. Donc votre crawling, vous étiez parti pour en faire 100 000. Au bout de 90 000, ça s'est arrêté. Et du coup, vous devez le relancer. Vous le relancez à partir de quoi? Vous le relancez à partir de 0 et vous devez vous refaire les 90 000. Et c'est là qu'au bout de 80 000, ça replante. Et c'est parti, rebelote. Et au final, vous ne ferez jamais les 10 000 que vous vouliez faire. Si vous faites une sauvegarde régulièrement, donc là par exemple, il ne faut pas le faire tous les URL parce que cette sauvegarde elle prend quand même un petit peu de temps à être faite aussi, donc là aussi vous allez avoir des problèmes de performance. Et si vous le faites par exemple toutes les 1000 URL, ce qui va se passer c'est que quand vous allez relancer le crawling, ça va redémarrer à l'état intermédiaire. Voilà.
c'est-à-dire qu'il va recharger tous les liens en cours de crawling et tous les liens déjà visités, et il ne va pas repasser sur les liens déjà visités, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est une dernière option qui va vous permettre de paralléliser votre crawling, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez plusieurs crawlers qui partaient en même temps sur le site internet. Par défaut, vous n'en avez qu'un seul, c'est-à-dire que donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du coup le script, donc il va d'abord exécuter le script initial, ensuite il va charger la première page et va exécuter le script for page dessus. Il va attendre que la première page est finie d'être chargée et que le script for page il est fini d'être exécuté. Et ensuite, il va passer à la prochaine et du coup, il va charger la page, il attend que ce chargement soit terminé. Ensuite, il exécute le script for page dessus, il attend que le script for page soit terminé, etc. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un comportement synchrone. Si jamais ici, je vais en mettre 2, comme ça, et bien là, il va mettre 2 crawling, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir 2 fois cette tâche qui va se faire en parallèle. Voilà. Et alors, ça c'est bien parce qu'en fait, ça va vous permettre d'accélérer le crawling de manière importante. Souvent, on n'hésite pas à mettre ici 10 tâches en parallèle, voire j'ai déjà vu 50 tâches en parallèle qui peuvent encore avoir un sens. Donc ça va beaucoup accélérer le crawling. Par contre, il faudra programmer d'une façon un petit peu différente parce qu'en fait, vous risquez d'avoir des conflits au niveau des systèmes de cache et à d'autres niveaux également. Et il va falloir aussi programmer avec des variables locales. Donc ça, on verra dans une autre vidéo qui sera destinée du coup à la parallélisation. Voilà. Alors, je termine peut-être un petit peu sur ces 2 options. Un script, parfois je vais vouloir le transmettre d'un ordinateur à l'autre. Donc pour ça, je vais passer toutes ces informations-là. Donc je ne sais pas, ça, les scripts, tout ça. Je vais venir les exporter dans un fichier d'export, voilà, qu'on appelle un fichier GRC. Et là, je vais venir du coup mettre du coup ce fichier quelque part sur le bureau, par exemple, ici. Et je vais pouvoir ensuite le reprendre sur mon ordinateur. Voilà. Là, on n'est pas dans le cadre d'un script local, mais s'il y avait un script local, vous auriez une autre option qui vous permettrait en fait de synchroniser votre script. Donc en fait, il faut savoir que là, le script, il est stocké du coup sur le PrestaShop. Voilà. Donc il est stocké directement dans le module. Autrement dit, en fait, j'ai pas besoin en fait là de faire le GRC parce que si je réouvre ce site interfacé, c'est-à-dire avec ce lien de connexion là sur un autre PC, ben, je vais retrouver ce script. Je vais le retrouver parce qu'en fait, il est enregistré sur la base de données de mon serveur. Voilà, il n'est pas enregistré en local. Voilà. Un script local, par défaut, évidemment, étant donné qu'il n'est pas dans un site interfacé, ben, il va être enregistré en local. Et si je cochais la petite option synchroniser le script, là il serait synchronisé sur les serveurs d'Idiatec et donc je pourrais le retrouver ensuite sur un autre PC. Donc il faudrait quand même que je fasse un premier export GRC parce que ce script, il faut quand même qu'il ait un identifiant afin de savoir à quoi est-ce qu'il correspond. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, ben, j'aurai plus besoin de faire tout le temps des exports GRC. Il se synchroniserait en fait tout seul. Parce qu'en fait, à chaque fois que je l'ouvrirai, Grimport Crawler viendrait regarder si dans la base d'Idiatec, le script qui a cet identifiant-là, il existe, et s'il existe, il viendrait remettre à jour le code et toutes les informations qu'il contient. Voilà. Et donc là, vous avez du coup justement l'identifiant du script ici que vous pouvez copier et qui peut servir à différentes choses dans le code ou pour synchroniser des scripts entre eux. Voilà. Donc chaque script est caractérisé par cet identifiant qu'on retrouvera après dans quelques fonctions qui sont un peu plus pointues. Et enfin, dernière option, ici, là, je peux dupliquer le script. Donc, c'est-à-dire que je vais en faire une copie. Et cette copie, ensuite, je vais pouvoir la modifier et changer un certain nombre de paramètres par rapport à elle. Voilà. Vous voyez que là, il vient d'apparaître. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous à la prochaine.